Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Nous voici arrivés au terme de notre cycle annuel. Et puis nous sommes là, tous, fidèles au poste, présents sans toujours réaliser d'ailleurs que ces rencontres magnétisent aussi les terres et les énergies qui y circulent. Donc merci à tous d'œuvrer ensemble dans le subtil pour faire croître en nous et autour de nous ces rendez-vous du service. Ce soir donc nous allons clore notre étude des différents groupes des serviteurs du monde par le groupe des économistes et des financiers. Ce groupe est en lien avec le signe du Sagittaire, tout comme son opposé complémentaire les Gémeaux est en rapport avec le groupe des guérisseurs magnétiques. En effet, lorsque le travail de régulation énergétique s'opère d'individu à individu, on parle de guérison. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, quand il concerne l'harmonisation de groupes entiers, de nations disséminées sur l'ensemble de la planète, on peut parler alors d'économie et de finance. Pourquoi ? Tout simplement parce que le monde de l'économie et des finances est un vaste processus d'échange et de circulation d'énergie sous des formes extrêmement variées. Donc en fait, les guérisseurs magnétiques et le groupe des économistes et des financiers travaillent tous deux sur des énergies au sein du corps éthérique, qu'il soit individuel ou planétaire ou collectif. Car ce corps est celui qui vraiment est celui de la libre circulation des énergies et de leur juste répartition, qui sont les deux conditions indispensables à la bonne santé de chacun et du monde dans son ensemble. C'est donc en établissant partout une circulation énergétique harmonieuse que le groupe des financiers et des économistes cherche à guérir l'humanité de l'ensemble des maux générés par toutes les perturbations, les instabilités et les inégalités qui résultent des embolies, des trop vides ou des trop pleins énergétiques que sont les caractéristiques actuelles de la vie économique et financière mondiale. En effet, la vie est mouvement permanent, fluidité, gratuité et libre-échange. Or, nous avons réduit le libre-échange aux exigences des lois de l'économie humaine, bien loin de la magie du vivant, où tout s'ordonnance dans un ajustement perpétuel d'une remarquable intelligence. Et c'est cette qualité de libre-échange qu'il va nous falloir retrouver. Alors, avant de parler d'économie, on pourrait commencer par s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas de groupe de serviteurs du monde dans le domaine de l'écologie. C'est tout simplement parce que, théoriquement, l'écologie est implicite dans le monde de l'économie. En effet, si économie veut dire gestion de la maison, et par extension donc de la planète, l'écologie signifie les lois de cette maison planète. Les deux termes sont donc étroitement liés et il apparaît normal que la gestion planétaire ne puisse fonctionner qu'à partir des lois de la planète. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Par conséquent, les serviteurs dans le domaine de l'économie et des finances cherchent à inscrire l'économie au cœur des principes mêmes de l'écologie. Car, que nous le voulions ou non, rien n'échappe aux lois qui régissent la planète. Évidemment, l'écologie dont il est question ici n'a rien à voir avec les mouvements de défense de la nature que nous connaissons bien. Non, l'écologie fondamentale, elle nous renvoie en réalité à des lois tout à fait fondamentales du système solaire, et qui sont les lois qui président à ce que nous appelons d'habitude la création du monde. Et c'est sur ces lois que s'appuie le 9e groupe pour inspirer le juste fonctionnement de création humaine qu'on appelle l'économie. Alors, quelles sont ces lois ? Nous allons commencer par voir deux de ces lois, la loi d'économie et la loi de l'offre et de la demande. Commençons par la loi d'économie. Le système solaire et par conséquent la planète Terre sont régis par des lois qui organisent le vivant. L'une d'elles, nommée loi d'économie, est particulièrement importante. Naturellement, nous n'en saisissons que des bribes tant elles restent abstraites pour l'esprit humain que nous avons. L'écologie, donc qui nous est conceptuellement accessible, dépend de cette grande loi, en fait. Et ça dépend de cette grande loi d'économie qui s'exerce au niveau cosmique et se répercute en fractal jusqu'à nous,
depuis l'au-delà de notre système solaire jusqu'à l'organisation cellulaire, en passant par tous les mouvements planétaires et l'ensemble de l'organisation du vivant. Cette loi cosmique d'économie gouverne l'ensemble des rapports existants entre l'esprit et la matière, au sein des mondes formels. Elle organise le mouvement créateur dans une adéquation ajustée, pour que l'évolution se déroule au mieux en dépensant un minimum d'énergie. Si on voulait dire ça d'un point de vue humain, on pourrait traduire ça en disant c'est la loi de la rentabilité et de l'efficacité maximale pour l'obtention d'un résultat sans gaspillage d'énergie. Mais si cette comparaison peut éclairer, il faut se rendre compte que c'est extrêmement réducteur par rapport à la réalité de cette loi. En effet, la loi d'économie régit les rapports établis entre l'âme et l'ensemble des formes qu'elle engendre pour concourir à l'évolution. À l'échelle de la Terre, cette loi œuvre dans chacun des règnes de la nature pour que seules les formes utiles aux différentes progressions de la conscience et à l'avancement du plan s'inscrivent dans l'existence. Ainsi, tout ce qui est prend place en tant que partie d'un tout et selon un ordonnancement et une logique qui d'ailleurs parfois, évidemment, nous échappe. En fait, l'intelligence, la beauté de la nature à travers tous les règnes, d'ailleurs comme l'inintelligence et les travers humains, découlent de la mise en œuvre plus ou moins déformée de cette loi, qui ajuste avec exactitude les formes et les événements aux besoins évolutifs de la conscience. Et ce, même si on ne comprend pas bien, parce que l'âme n'a pas le même regard que nous sur ce qui est utile à l'involution et à l'évolution pour chacun d'entre nous et l'humanité en général. Alors ça signifie que si à notre niveau, nous suivions les lignes énergétiques qu'implique cette loi, nous devrions être capables de créer des formes physiques, émotionnelles, relationnelles, sociétales, mentales, etc., capables de faire évoluer les consciences sans aucun gaspillage d'énergie. Bon, on pourrait dire que même si ce n'est pas flagrant en ce moment, il est tout encourageant quand même de constater que c'est en cours et que nous y participons chaque jour en mettant en œuvre cette grande loi et la plupart du temps sans le savoir. En fait, cette grande loi d'économie cosmique, c'est la mise en application du plan d'amour. Elle nous rappelle que le plan auquel nous coopérons concerne l'évolution de la conscience et non celui des formes, qui ne sont que les moyens de cette évolution. En effet, nul ne peut nier que les consciences évoluent. Et si certains considèrent que les changements sont trop lents, on n'a qu'à regarder les changements de conscience qui traversent la société et voir à quel point ils viennent bousculer constamment toutes les formes traditionnelles du vivre ensemble. Les mentalités changent, les modes de relation changent, les façons de consommer changent. On pourrait même dire que les revendications même changent. Et tous ces changements résultent de nouveaux rapports conscience-forme qui blackboulent des pans entiers de la société en évolution. Et c'est là l'important, et c'est ce qui témoigne de la mise en œuvre de cette loi d'économie de tous les jours. Donc, la grande loi d'économie cosmique nous rappelle sans cesse que les formes sont un moyen et non un but. Les formes sont un moyen et non un but. Mais est-ce que nous en réalisons toutes les conséquences ? En effet, si ça nous semble logique, quand les formes se cantonnent aux objets que nous utilisons au quotidien, nous avons quand même plus de difficultés à considérer que nos opinions, nos désirs, nos projets, nos corps et l'ensemble de ce que crée l'humanité sont aussi des formes qui n'ont d'autre but que de servir l'évolution de conscience et qui n'ont donc aucunement vocation à perdurer. Si les formes sont un moyen, elles abritent la conscience temporairement, le temps nécessaire à l'expérience, et se délitent une fois celle-ci accomplie. Elles appartiennent donc au monde fini, et elles ont donc inévitablement une fin, alors que la conscience, elle, appartient au monde infini et s'accroît à chaque expérience menée au sein d'une forme. On comprend dès lors l'inéluctabilité de la naissance, de la mort des formes pour que la vie de la conscience puisse croître sans limite. En fait, la grande loi d'économie cosmique nous rappelle donc sans cesse que
les formes sont un moyen et non un but, et nous demandent de vivre en fonction de la croissance de l'être, et non en fonction de la croissance de l'avoir. Évidemment, tout ça peut paraître en complète distorsion avec l'économie humaine actuelle. Mais c'est normal, parce que l'interprétation, l'application ou la déformation de cette grande loi d'économie, comme celle d'ailleurs que nous allons voir maintenant, dépend complètement de notre âge de conscience. Donc il peut y avoir toutes les déformations qu'on peut imaginer. Abordons donc maintenant la deuxième loi. Elle est très importante parce qu'elle régit tous les rapports à l'intérieur de la grande loi d'économie cosmique. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Alors, pour les économistes libéraux, cette loi de l'offre et de la demande est réduite à une simple règle de régulation des marchés qui permet de fixer le prix des produits en fonction de l'offre et de la demande. Bon. Mais d'une manière plus globale, en remontant à l'origine, c'est la grande loi universelle selon laquelle chacun reçoit selon ses nécessités. Chaque demande, chaque besoin rencontre une réponse sous forme d'offre, à condition évidemment que ça respecte la grande loi d'économie. Dans la nature où règne ce fonctionnement, nul ne peut prendre plus que nécessaire. Nul ne se comporte au détriment de l'environnement. L'offre et la demande se déploient au sein de rapports ajustés qui se régulent d'eux-mêmes et contribuent à l'évolution de conscience. Il faut remarquer que si nous sommes en conscience individuelle, ce fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande, c'est totalement incompréhensible. On ne sait pas comment ça marche parce que nous avons tendance à séparer les êtres les uns des autres. Mais si nous nous représentons ce processus d'échange au sein du corps éthérique global, il apparaît alors complètement normal qu'au sein de ce réseau d'énergie interdépendante existent des rapports de cause à effet qui permettent à l'offre et à la demande de fonctionner l'une par rapport à l'autre et de se rencontrer. La parole de Jésus, demandez et vous recevrez, ne disait pas autre chose. Cette loi fonctionne également naturellement sur la voie de la conscience. Il est évident que toute question rencontre une réponse. Toute demande, sur quelque plan que ce soit, conduit à une offre qui lui correspond. Et il nous revient dès lors de l'interpréter et d'en comprendre le sens profond, puis de l'intégrer. C'est fantastique de voir combien cette loi de l'offre et de la demande est une formidable loi de confiance en la vie. Savoir qu'il nous est systématiquement offert ce dont nous avons besoin pour évoluer devrait calmer nos peurs de manquer, nos peurs de l'avenir, nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs de ne pas être à la hauteur, nos peurs de nous tromper, et nous inciter à cesser d'accumuler spécialités typiquement humaines qu'aucun autre règne ne fait dans la nature. Alors, la loi d'économie et la loi de l'offre et de la demande, ce sont donc deux grands principes selon lesquels le monde fonctionne. Par la loi d'économie, donc, comme nous venons de le voir, tous les règnes de la nature, du plus petit au plus grand, sont créés et entretenus dans le but de servir le développement de la conscience. Et par la loi universelle de l'offre et de la demande, tous les individus de tous les règnes, quels qu'ils soient, disposent de tout ce qui est nécessaire à leur évolution, en interagissant constamment au sein du corps éthérique planétaire. C'est ce que nous avons d'ailleurs évoqué lors de la dernière conférence. Et donc ces deux lois structurent le développement et assurent le fonctionnement et l'épanouissement de toutes les vies sur Terre. Mais, si nous faisons le diagnostic de la planète aujourd'hui, nous pouvons observer que la bonne marche de ces deux lois est extrêmement altérée, non seulement au sein de l'humanité, mais au sein de tous les autres règnes de la nature, au point que le système économique actuel met en grave danger la planète. Parce que la loi de l'offre et de la demande connaît de graves dysfonctionnements, y compris pour le règne végétal et pour le règne animal. Alors qu'est-ce qui a pu bien se passer? Eh bien, la conscience de l'humanité a évolué. Le règne des valeurs individualistes s'est insinué avec force dans les rapports relationnels. En un mot, l'humanité est passée en conscience individuelle. Tant que tous les humains se comportaient comme des points d'acupuncture au sein du corps éthérique planétaire.
eh bien, il servait de relais d'énergie, offrant naturellement ce qu'il recevait. On reçoit, on offre, sans chercher à arrêter l'énergie à leur profit. S'il y avait du surplus, eh bien, il revenait à la communauté qui le remettait en circulation pour servir le bien commun. Il n'y avait dans ce fonctionnement économique aucune attente de bénéfice ou de profit, aucune idée de concurrence, parce que les parties se savaient parfaitement éléments d'un tout qui les contenait et qu'elles constituaient. Mais quand l'individualisation arrive, elle coupe chacun de l'ensemble. L'individu ne se comporte plus alors comme un point relais, mais comme un terminal qui cherche à privatiser à son avantage toute l'énergie qui lui provient du réseau. La quête du profit au détriment des autres, l'appropriation des biens communs, ça devient une norme pour tous ceux qui peuvent faire des plans. La conscience individuelle engendre alors un désir de conquête, un désir de consommation, de richesse. L'esprit de communauté se perd complètement et l'homme abandonne l'intérêt du groupe social pour le sien propre. Lorsque ce mouvement a pris de l'ampleur au XXe siècle, eh bien le mental s'est aussi développé avec la conscience individuelle, en donnant un essor considérable à la science, qui a entraîné dans son sillage celui des technologies, à partir desquelles une pléthore d'objets a pu être fabriquée à bas prix par des machines de plus en plus automatisées ou par l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée, ce qui existe toujours. Et c'est ainsi que la société de consommation a vu le jour et a entrepris d'inverser la mise en œuvre des lois fondamentales de l'économie et de l'offre et de la demande. Ces deux lois se sont vues totalement inversées. Alors, voyons plus précisément en quoi consiste l'inversion de ces deux lois. Pour commencer par la loi d'économie, elle est vue non plus comme la résultante ajustée d'un rapport conscience-forme, destiné à l'essor de la conscience, mais comme une dynamique qui renforce le pouvoir des formes et incite à soutenir la multiplication des richesses matérielles et la croissance quantitative. Voilà comment, à notre niveau, la loi d'économie est devenue la cause d'un véritable cancer planétaire, c'est-à-dire une prolifération incontrôlée de toutes les cellules produites par l'humanité au détriment des cellules saines des autres règnes. La croissance de la conscience, la croissance de l'être intérieur, passe dès lors au second plan, derrière l'expansion de l'avoir. La partie de l'humanité en conscience individuelle a réussi à convaincre, et d'ailleurs aussi à se convaincre, que c'est au service des formes qu'il s'agit de se consacrer et non à celui de la conscience. Heureusement, cette inversion n'est due qu'à un état de conscience temporaire. Mais c'est donc dans ce contexte que le groupe des économistes et des financiers travaille aujourd'hui à réhabiliter le principe d'origine de la loi d'économie fondamentale, tout comme il travaille à faire redécouvrir le sens intérieur de la loi de l'offre et de la demande, parce qu'elle aussi est complètement inversée par la conscience individuelle. Voyons ça de plus près. Alors, pour commencer, rappelons-nous bien que la grande loi de l'offre et de la demande permet à tout être d'être en harmonie avec le monde dans lequel il évolue. Par le besoin, par sa demande, par la nécessité intérieure ajustée à l'ensemble, tout être est amené à rencontrer l'offre et ses infinis potentiels. Nous voyons donc bien que la demande précède l'offre. Et c'est là que se situe l'inversion. Car nos sociétés sont tellement lancées dans une hyperproduction de biens à tout niveau que c'est l'offre pléthorique qui cherche à trouver preneur. Les mérites de la consommation sont vantés, dopés par la publicité et les offres promotionnelles. Les influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, parce que nous le voulons bien, et les offres nouvelles ne cessent de croître en multipliant les techniques de manipulation et de persuasion pour orienter les demandes dans le sens des offres proposées, dans le sens des offres à écouler, dans le sens des offres conditionnant le marché. Notre fonctionnement économique inverse donc complètement la loi de l'offre et de la demande en faisant en sorte que ce soit l'offre qui crée la demande, en la précédant et en l'orientant.
Et ça existe à tout niveau, parce que la consommation ne se limite pas à l'acquisition d'objets ou à la satisfaction immédiate de désirs. Elle s'adresse aussi à tous nos besoins mentaux, à nos aspirations, à notre développement personnel, voire spirituel. Impossible d'ouvrir Internet, un média quelconque, ou les réseaux sociaux, sans être immédiatement assailli d'un torrent d'offres bien étudiées pour attirer toute notre attention. Et donc, l'un des problèmes que pose l'inversion de cette loi fondamentale de l'offre et de la demande, le problème donc l'offre qui précède la demande, c'est qu'elle amène l'humain à se conformer, à conformer sa vie, ses désirs et ses aspirations à ce qui est offert à l'extérieur, plutôt qu'en écoutant ses véritables demandes intérieures. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes se croient libres intérieurement, alors qu'elles sont en réalité complètement formatées de l'extérieur par toutes les offres par lesquelles on est assailli. Quelles sont les autres conséquences qu'on pourrait évoquer donc les autres conséquences de l'inversion de la loi d'économie et de la loi de l'offre et de la demande? L'inversion de ces deux lois fondamentales entraîne actuellement d'énormes déséquilibres dans le monde, dont les incidences se perçoivent d'ailleurs à tous les niveaux de la manifestation. En effet, quand l'économie marchande devient la motivation première, eh bien, elle entraîne inéluctablement des disparités croissantes au sein de l'humanité. Disparités entre les peuples, ou entre les différentes sociétés d'un même peuple, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Inégalité dans l'accès aux richesses planétaires, à l'éducation, aux soins, etc. Et c'est ainsi qu'un fossé de plus en plus grand entre les très riches et les très pauvres s'est creusé, au point que certains en arrivent à considérer que décidément, ils n'appartiennent pas au même monde. Ces inégalités criantes attisent naturellement les envies, les jalousies, les conflits entre peuples, entre castes, entre humains, réveillant bien plus souvent nos inhumanités que nos désirs d'œuvrer au bien commun. Ainsi, des dizaines de conflagrations armées privent quotidiennement des populations des possibilités de s'inscrire dans la loi de l'offre et de la demande, en leur imposant des déplacements forcés, l'exil ou l'impossibilité de cultiver les terres. Et naturellement, nous connaissons tous fort bien toutes les conséquences sur le réchauffement planétaire, la pollution, la surpêche, la raréfaction des espaces vitaux pour la flore et la faune, parce qu'elles font dorénavant partie de toutes les prises de conscience aiguës, donc d'une partie de l'humanité. Voilà. Donc nous avons vu deux grandes lois qui président à l'économie universelle, la loi d'économie cosmique et la loi de l'offre et de la demande. Nous avons vu comment elles fonctionnent, et nous avons vu comment l'humanité les inverse dans sa pratique économique actuelle. Par rapport au groupe des économistes et des financiers, nous avons commencé par voir ce qui concerne l'aspect donc économique. Mais nous n'avons encore rien dit de l'aspect financier et de la circulation de l'argent. Donc, intéressons-nous à l'aspect finance. Que dire de l'argent? Eh bien, dans certains milieux, l'argent a mauvaise presse. Dans d'autres, il convient de ne pas montrer qu'on en a. Dans d'autres, il s'agit de masquer qu'on n'en a pas. Et dans d'autres encore, considèrent qu'il est à l'origine de tous les maux et qu'il faudrait le supprimer. Bon. Mais tous ces points de vue sont biaisés. En réalité, l'argent n'est pas un problème. C'est la représentation que nous en avons et la façon dont nous utilisons cette énergie qui génère des problèmes. L'argent est l'animateur du processus économique. C'est le moyen par lequel les idées, les idéaux, les envies prennent corps matériellement. C'est l'énergie puissante par laquelle tout peut se réaliser. On dit que si l'argent disparaissait, par exemple, eh bien toutes les productions complexes finiraient par disparaître en quelques générations. Parce que la monnaie permet d'augmenter la complexité des biens et des services. En effet, avec le troc, on est amené à n'échanger que des biens de consommation ordinaires et simples. L'argent, c'est ce qui relie les êtres et les sociétés, parce que c'est l'énergie du vivre ensemble. C'est en effet le moyen d'avoir un grand nombre d'interactions commerciales, sociales, culturelles et de loisirs,
qui sont des stabilisateurs de la civilisation. Alors cette description de l'argent peut peut-être vous en rappeler une autre. Parce que nous avons déjà décrit une telle interface entre conscience et matérialisation, un tel intermédiaire entre le monde psychologique et le monde de la matière, c'est le corps éthérique. Monde d'énergie infinie, véritable relais entre la conscience et le monde des formes. Et par conséquent, ce sont ces analogies multiples qui permettent d'affirmer que l'argent est la matérialisation du corps éthérique de l'humanité. Autrefois, sa matérialisation sous forme minérale, avec les pièces d'or et d'argent, limitait la rapidité et la facilité des échanges. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup progressé quand il s'est allégé en prenant forme végétale avec les billets de banque. Mais tout a changé lorsqu'il s'est totalement dématérialisé grâce à l'informatique. Aujourd'hui, les flux monétaires vont et viennent comme le font les énergies qui transitent sur les réseaux éthériques, avec la même instantanéité planétaire. Mais, si l'argent est la matérialisation du corps éthérique, pour fonctionner harmonieusement, eh bien, il va falloir qu'il réponde aux mêmes règles. Et son fonctionnement doit pouvoir s'ajuster au plus près de celles du corps éthérique. Et c'est là que commencent les problèmes. En effet, l'inversion du fonctionnement du corps éthérique consiste à amasser et à avoir plus, à faire des stases. C'est ce qu'on appelle couramment le problème de l'amour de l'argent. À l'image de l'air que nous respirons et que nous ne stockons généralement pas, personne ne cherche à thésauriser l'énergie éthérique de la planète, ni même la parcelle qui lui est accessible, parce que celle-ci est en permanence disponible. Elle se répartit entre tous, parce qu'elle est le lien et le lien universel, qui par définition ne peut pas se réduire à des espaces privatifs. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand la science réussira à utiliser les énergies du corps éthérique pour produire de l'électricité et répondre ainsi à tous les besoins d'énergie, mais il n'y aura aucun besoin de stockage puisqu'elle sera disponible partout à tout instant. Ce sera donc la fin de cette anomalie de la loi de l'offre et de la demande qu'on appelle une batterie ou une pile, qui n'est rien d'autre qu'un stockage d'énergie. Ça n'aura plus lieu d'être. Un jour, on en arrivera là aussi pour l'argent. Alors, les immenses réserves d'or n'auront plus lieu d'être. Et les grandes fortunes se dilueront progressivement au sein de l'ensemble. Bon, mais à l'heure actuelle, on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que l'argent est déconnecté du fonctionnement du réseau éthérique planétaire. Un vieil adage dit que l'énergie suit la pensée. Bon. Or, les pensées désirs de l'humanité étant actuellement très majoritairement orientées égoïstement, l'énergie argent se répartit donc d'une manière très inégalitaire. Contrairement au corps éthérique universellement présent, l'énergie argent est très présente effectivement et puissante par endroits et quasiment absente dans d'autres. La notion de partage et de juste rapport en est évidemment totalement absente. Pour faire une comparaison, c'est intéressant de voir que de tels pleins et de tels vides à l'échelle d'un corps éthérique humain entraîneraient un état de santé déplorable à la limite du viable. Et le meilleur des acupuncteurs serait quasiment réduit à l'impuissance. Et ben voilà. Par rapport à cette comparaison, nous devons nous résoudre à penser que la planète est malade. Et que c'est au groupe des économistes et des financiers et à nous tous, consommateurs, de devenir les acupuncteurs de la planète en aidant à reconnecter peu à peu l'humanité aux principes fondateurs. Le groupe des économistes et des financiers, en coopération avec les 8 autres groupes que nous avons vus, travaille à éduquer, à révéler les caractéristiques, les qualités du corps éthérique pour rapprocher nos pratiques financières du fonctionnement de ce réseau d'énergie. L'amour de l'argent est complètement antinomique avec le fait de penser en conscience d'ensemble. Et plus il y aura adéquation entre le flux de l'argent et le flux éthérique, et plus nous vivrons dans un monde de justes relations. À nouveau,
nous voyons le rapport entre le groupe des guérisseurs magnétiques et le groupe des économistes et des financiers, qui, comme nous l'avons dit, peuvent être considérés comme des guérisseurs planétaires. Deuxième problème du fonctionnement de l'argent. Eh bien, ce deuxième problème, c'est qu'il s'est dissocié de l'économie réelle. Bon. En effet, autrefois, l'accroissement des actifs allait de pair avec la croissance économique, complètement associée au travail et à la production de richesses. Mais depuis environ un demi-siècle, l'argent a complètement changé de nature. Il a quitté sa fonction d'intermédiaire, de moyen d'échange pratique, pour devenir une marchandise à part entière. C'est ainsi que des masses considérables d'argent ont été générées, indépendamment du processus économique, indépendamment de l'économie réelle. Comment? Par des jeux boursiers, par la vente de produits financiers spéculatifs et par la création de dettes qui créent une masse considérable d'argent. Certains financiers ont vite compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent de cette manière-là qu'en finançant l'économie réelle, et ils s'en sont pas privés. Et c'est ainsi que des fortunes colossales se sont alors constituées, et l'argent aujourd'hui représente un système virtuel qui circule à son seul service et qui croit sans la moindre intention de servir l'humanité. Alors pour reprendre notre comparaison avec la santé individuelle, vous voyez, c'est comme si le corps éthérique d'une personne s'accroissait dans des proportions considérables, sans partager la moindre énergie avec le corps physique avec lequel il est en rapport. C'est pas possible, mais vous voyez, ça paraît tellement énorme comme comparaison, et pourtant, c'est ce qui se passe dans cette dichotomie entre ce corps énergie monétaire, on pourrait dire, de la planète Terre, et puis le corps physique correspondant à ce que l'humanité vit au quotidien. Et malheureusement, cette énorme bulle financière qui ne touche pas Terre détourne des masses d'argent considérables qui pourraient être tellement plus utiles pour accélérer l'évolution du monde. Voilà donc le chantier auquel doit faire face le groupe des économistes et des financiers. Alors la loi d'économie et la loi de l'offre et de la demande nous sont connues. Le fonctionnement énergétique planétaire nous est connu. Mais l'état de conscience individuel qui exerce le pouvoir actuellement sur la planète bafoue allègrement tous ces fonctionnements. Dès lors, les domaines de l'économie et des finances sont devenus le terrain d'expression d'une énergie devenue destructrice, au lieu d'être au service de la construction d'une société nouvelle. Si tous les groupes des serviteurs du monde travaillent et coopèrent pour permettre à la conscience humaine d'évoluer, eh bien le rôle plus spécifique de ce 9e groupe va être de contribuer à la guérison planétaire en réintroduisant dans les esprits l'absolue nécessité de se conformer aux lois fondamentales, de manière que progressivement, l'économie et les finances soient au service de tous et de l'évolution de conscience. Et c'est donc en cherchant à pénétrer et à accompagner leurs efforts que nous pouvons tous comprendre le titre de la conférence de ce soir, les finances de l'âme. Alors on peut se poser quand même la question, en quoi l'âme peut être associée aux finances? En quoi des finances sont-elles nécessaires à l'âme? C'est intéressant de voir qu'avant d'être associé à l'argent, le mot finance dérive du latin médiéval finare, qui a d'abord signifié mener à bout, mener à terme. Et donc les finances de l'âme, c'est la totalité des moyens qui lui permettent de mener à bien sa mission dans le monde de la manifestation, y compris l'argent. Car tout investissement dans des formes permettant l'évolution de la conscience est de ce fait mis au service du projet de l'âme. Les finances de l'âme, c'est donc l'ensemble des potentiels à disposition des humains pour établir des rapports harmonieux et équitables entre essence et existence. Le groupe des économistes et des financiers cherche donc à faire comprendre à l'humanité que l'argent est une énergie fantastique, mais qu'elle doit cesser de servir la personnalité pour être au service de l'âme et du plan. Aujourd'hui, donc, on pourrait dire que leur travail s'organise autour d'un principe rassembleur fondamental, qui est le principe de partage. Ce principe de partage témoigne de l'existence des grandes lois et de tous les différents fonctionnements que nous venons de voir.
Et donc voilà pourquoi la priorité du 9e groupe, c'est d'énoncer ce principe de partage dans son aspect supérieur et de le rendre magnétique. Cette idée de partage se rencontre fréquemment chez les hommes et les femmes de bonne volonté. Et si nous évoquons régulièrement cette notion dans ces cycles de conférences, c'est parce que cette idée fondamentale progresse rapidement dans la pensée humaine, même si cette idée est elle aussi, évidemment, souvent déformée par les interprétations de la personnalité. En effet, au niveau basique, tel qu'il apparaît au premier abord pour tout le monde, le principe de partage est très clair. Tant qu'il s'agit de partager des idées, des informations, des photos, le partage est associé à la diffusion. Et il peut ainsi se relayer à l'infini si les récepteurs agissent comme des relais et font circuler les événements qu'ils ont reçus à l'ensemble de leurs contacts. Dans ce cas, le partage ne restreint pas les éléments partagés. Il s'étoffe même de commentaires, d'ajouts, et s'enrichit des impressions propres à chacun des intermédiaires. Mais si le partage implique une répartition quantitative et non plus qualitative, eh bien, nous ne sommes plus du tout dans une multiplication exponentielle, mais dans une division qui amenuise progressivement l'objet du partage. Il en est ainsi du partage des biens, de l'argent et du temps. Et donc, selon que le partage répond à la diffusion ou à la répartition, son mouvement est celui d'un cercle qui s'agrandit pour la diffusion, ou au contraire d'une partition qui délimite ce qui revient à chacun. On sait très bien que le partage d'un gâteau finit toujours par laisser un plat vide, alors que le partage de la flamme d'une bougie peut relayer la lumière à l'infini. Et c'est ce qui explique les nombreuses réticences qui accompagnent les partages matériels, alors que les partages de qualité ne posent guère problème, parce qu'ils démunissent personne. Bon, ça ce sont les deux approches du partage, vous voyez, telles que nous les vivons au quotidien. Ce sont les approches qualitatives et quantitatives telles que les conçoit la personnalité. Et donc ces approches nous sont tellement familières que si on évoque le principe de partage, c'est forcément à ces deux attitudes que nous pensons. Et nous vivons le partage comme une redistribution des avoirs, une distribution des avoirs. Naturellement, quand on parle de cela, il ne s'agit pas de stigmatiser la générosité, surtout pas. La générosité de la personnalité, c'est une contamination par l'âme, et c'est un premier pas vers de plus justes rapports. C'est une prise en compte de l'autre, des autres et de ses besoins. Mais quand il est question de partage des richesses, on voit bien qu'il est souvent sous-entendu, dans toutes les discussions qu'on peut avoir dans la société, partage des richesses. Et bien ça veut dire que tout simplement, c'est aux riches de partager avec les pauvres. Ce qui correspond toujours à une logique séparatiste, qui oppose deux catégories d'individus, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas les idées, les projets, etc. Mais cette façon de voir appartient à l'ancien monde. On en parlait déjà du temps de Robin des Bois, qui volait les riches pour donner aux pauvres, et on trouve encore des gens pour défendre cette position. Mais rééquilibrer les parts de gâteau ne change pas l'état de conscience, et donc ne permet en aucune façon de changer les structures fondamentales de la société, qui de toute façon se déséquilibreraient d'une autre manière. Donc, seul un changement d'état de conscience amènera de plus justes rapports. Et c'est pourquoi le principe de partage fondamental que nous invite à rejoindre le 9e groupe est quelque peu différent. À l'origine, ce grand principe de partage, c'est une émanation de la loi d'amour. C'est un principe d'abondance qui est inhérent à l'état d'être et qui se diffuse sans aucune limite. Il est le rapport inné qui relie toutes les âmes entre elles. Il est l'expression même de la non-séparativité à l'œuvre dans le monde de l'âme et dans l'ensemble des mondes supérieurs. Il impulse un mouvement de répartition harmonieux des qualités de l'âme sur les réseaux d'interreliance et d'interconnexion. Nous avons vu justement le mois dernier que l'âme universelle est un océan de vie, de conscience et d'énergie qui imprègne, génère et anime toutes ces déclinaisons à manifestation sans aucune restriction et sans aucune séparation.
Ainsi, toute personne ayant atteint cet état de conscience aperçoit évidemment le monde globalement, ce qui l'amène à prendre en compte l'ensemble des vies sur Terre. À cet âge de conscience, il ne s'agit dès lors plus de penser aux autres avec amour ou bienveillance, mais de se considérer unis aux autres, en formant un tout indissociable. Nous savons alors, dans l'éprouvé de l'âme, ce qu'est l'inséparabilité. Cette inséparabilité qui se reflète et prend forme ensuite à travers le corps éthérique dans la mise en œuvre de ses créations, et qui ne peut même pas concevoir les iniquités actuelles. Et là, nous touchons vraiment au principe du partage. Mais évidemment, avant d'en arriver là, avant d'être en mesure de vivre l'incarnation en ne la considérant que du point de vue de l'âme, nous pouvons déjà commencer à penser le monde comme un réseau unitaire et générer des changements de mentalité structurelle qui permettront au passage d'apparaître pour ce qu'il est, à savoir la seconde nature de l'âme. C'est en cherchant à vivre la conscience unitaire, c'est en commençant à l'incarner dans notre quotidien, que le partage subjectif imprime sa marque sur les rapports humains, et ce qui à coup sûr a des conséquences sur tous les partages quantitatifs indispensables au bon fonctionnement du monde. Et c'est pourquoi en faisant progresser le principe de partage, le groupe des économistes et des financiers redonne du sens à la loi d'économie, à la loi de l'offre et de la demande et à l'inséparabilité. Alors à présent, voyons comment bien vivre ces trois principes qui s'interpénètrent en permanence. Lorsque nous commençons à penser et à percevoir le monde en tant qu'ensemble, ça s'accompagne d'une attitude qui cesse d'attendre et de demander quoi que ce soit pour nous-mêmes. Non pas parce que nous sommes supérieurs aux autres, non pas parce que nous sommes au-dessus de tout ça, mais parce que nous vivons dans le flux du corps éthérique, dans le flux des énergies en mouvement, et qui répondent tout simplement continuellement à la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ce que résume si bien la phrase « Par l'oubli de moi-même, je recueille tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. » C'est une phrase à méditer. Par l'oubli de moi-même, je recueille tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. Tant que nous sommes préoccupés par nous-mêmes, tant que nous avons peur de manquer, sur un plan ou sur un autre, évidemment, nous demandons plus. Mais dans une logique séparatiste, dans une logique quantitative, il est nécessaire de réaliser que un plus implique un moins par ailleurs. Parce qu'il n'est rien qui ne se passe sans conséquence pour l'ensemble. Et d'ailleurs, nous en reparlerons le mois prochain à propos du karma. Par exemple, vous connaissez la phrase « Ne cueille pas la fleur de peur que cela ne détourne la course d'une étoile ». Autrement dit, ne prends rien pour toi de peur que cela ne déséquilibre la course de l'ensemble, son avancée vers l'unité, son retour vers l'origine, son parcours pour le futur. Donc, quand nous demandons plus de moyens, quand nous demandons plus de considération, plus de qualité, quand nous souhaitons être plus utiles, plus vertueux, plus reconnus, nous nous inscrivons dans une logique séparatrice. Mais si on se décentre quelque peu, si on se met à disposition de l'essentiel, si on cherche à penser en termes d'ensemble et non plus en termes personnels, alors nous constatons que nous recevons, tant sur le plan mental que relationnel ou physique, tout ce qui nous est nécessaire pour servir. Ça paraît magique, dit comme ça. Mais comme on le sait, la magie, c'est quand l'âme agit, quand elle s'exprime. Et elle ne se laisse pas du tout avoir par les desiderata d'une personnalité qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, par une personnalité qui cherche, parfois avec une ardeur toute personnelle, à recevoir plus, naturellement, pour mieux servir. La personnalité. Elle aimerait tant telle ou telle chose, tel ou tel niveau de vie, tel ou tel savoir, telle ou telle sagesse. Elle aimerait tant correspondre à tel ou tel modèle,
ou ressembler à tel ou tel penseur, pour réellement servir comme elle le souhaiterait. Mais rien de tout ça ne lui est offert. Car en réalité, quand la personnalité demande avec insistance, c'est à sa satisfaction personnelle qu'elle concourt, et non au service de tous. Il faut donc se dire que bien souvent, quand l'offre n'est pas au rendez-vous, c'est que la demande est trop personnelle, ou qu'elle ne correspond pas à ce dont nous avons réellement besoin pour venir en aide à nos semblables. Ce n'est donc que lorsque la personnalité s'oublie, lorsqu'elle accepte la mission de l'âme et qu'elle renonce à l'idée qu'elle se fait personnellement de sa mission, qu'elle reçoit tout ce dont elle a besoin pour servir au mieux. Et c'est là que nous retrouvons les incidences de la loi d'économie qui organise l'évolution de la conscience à travers les formes, et non pour satisfaire les formes en tant que telles. Et c'est dans ce cadre que la loi de l'offre et de la demande s'inscrit. Alors, pour travailler au sein de ces trois principes, que sont les lois d'économie cosmique, de l'offre et de la demande, de la non-séparativité, le groupe des économistes et des financiers éduque aux trois attitudes indispensables à leur maniement, aussi bien sur les plans mental, relationnel ou physique. Pensez aux trois plans dans ces trois attitudes. Premier temps, montrer qu'on utilise déjà au mieux toutes les énergies dont on dispose, avant de vouloir en avoir de nouvelles. Avant de demander que sommes-nous capables d'offrir avec ce que nous avons. Deuxième temps, formuler clairement la demande de ce qui nous semble nécessaire pour aller plus loin, ce qui n'est pas toujours facile. En sachant que nous n'avons aucune chance de recevoir tout ce qui n'est pas réellement nécessaire à l'évolution de conscience particulière et collective. Et enfin, troisième temps, faire preuve d'accueil et non d'attente pour recevoir, car nous ne savons pas sous quelle forme l'offre sera faite. Et c'est là toute la subtilité de la différence entre l'accueil et l'attente. Et c'est souvent la raison pour laquelle tant de personnes ne rencontrent pas l'offre ou ont l'impression qu'elle ne vient pas, tout simplement parce qu'elles l'attendent sous une forme particulière. Alors si on réfléchit bien à ces trois attitudes, on s'apercevra de leur richesse et de tout ce que ça implique dans notre comportement pour amener l'humanité dans la vie de partage. Lorsque la conscience s'accordera aux nécessités qu'impose la loi d'économie, la loi de l'offre et de la demande et le principe de partage, la gestion de la planète s'en trouvera transformée. Et l'humanité posera un autre regard sur le monde de l'économie et de l'argent, ce qui amènera évidemment de toutes nouvelles pratiques. Mais quelles seront les conséquences de ces pratiques? Eh bien, on pourrait commencer, parce que c'est d'actualité, par la transformation de la consommation. En effet, pour une part non négligeable de la société, une mutation est en cours. Ce qu'elle entraînera dans un siècle, nous n'en savons rien, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un mouvement de consommation responsable. Une reconsidération de la croissance qui privilégie la croissance de l'être associée à une décroissance de l'avoir. La surconsommation n'a plus le vent en poupe. Le consommateur devient consommateur. Conscient de ses investissements, il prône la mesure et inscrit son action dans un devenir global. La société Kleenex, on prend et on jette, a eu ses heures de gloire. Mais aujourd'hui, il s'agit de consommer au plus près des besoins particuliers et collectifs. Aujourd'hui, on ne jette plus, on répare. Ou on vend à ceux qui achètent d'occasion. Ou on donne, car la seconde main n'est plus dégradante, mais au contraire l'occasion de faire de bonnes affaires. Ce nouveau mode de consommation qui prône la réparation, le recyclage, le relooking, le marché d'occasion, la location ou le partage d'objets et de services, vient dire que la propriété privée a du plomb dans l'aile et qu'il n'est plus utile pour être heureux de posséder en propre ce qui peut bénéficier à plusieurs. Alors cette mutation intérieure, cette mutation de conscience, s'exprime aussi par le besoin d'acheter bio et local, par souci économique, par souci écologique, relationnel. Et lorsqu'il s'agit d'importer de loin des matières premières jugées indispensables,
bien, le respect d'une éthique et l'achat de ces produits à un prix équitable deviennent progressivement une règle de vie. L'état de conscience à l'origine de cette démarche, comme vous le voyez, montre un sens croissant de responsabilité. Ça montre une prise de distance vis-à-vis de la consommation et une volonté de se libérer progressivement de son emprise. Une autre série de conséquences implique, en réorientant notre consommation, de mettre fin à toute exploitation des uns par les autres. Il nous revient de ne plus cautionner par nos achats les comportements qui ont instauré des systèmes de domination où certains profitent du travail des autres d'une manière éhontée. Ça implique également la prise de conscience de la manière dont l'économie mondiale maintient en état de pauvreté un grand nombre de pays en spéculant sur les cours mondiaux des matières premières qu'ils produisent. C'est cette prise de conscience qui va permettre de mettre un terme à ces pratiques dévastatrices. Et c'est ainsi que nous pourrons tous, en tant qu'acteurs humains, unir nos créativités pour le bien de l'ensemble. Bien évidemment, à l'arrière-plan de ce qui peut apparaître à certains comme des vœux pieux, nous retrouvons les données fondamentales de la loi cosmique d'économie, pour laquelle toute création n'a de sens que si elle concourt à la croissance de la conscience globale. Alors, nous pouvons aussi évoquer d'autres conséquences, car elles sont extrêmement nombreuses, on ne pourra pas tout dire, avec la réorientation du travail et de la rémunération. Le nouvel état de conscience économique, produit par le 9e groupe, remet en question ces deux éléments fondamentaux et par répercussion interroge également notre manière d'utiliser le temps. Si actuellement les adultes doivent travailler pour se nourrir, se loger et avoir la possibilité d'acheter ce que la société de consommation propose, quelle place le travail prendra-t-il si nous consommons moins? Ne risquons-nous pas de devoir faire face à un chômage conséquent? Et quelles seront les répercussions si nous avons le temps de nous découvrir, le temps de découvrir le monde, de découvrir l'essentiel? Si nous avons le temps pour globalement réfléchir avant d'agir? Quelles seront les conséquences d'une nouvelle alliance avec le temps qui permettrait de composer avec lui sur un mode choisi plutôt que subi? Car si nous travaillons moins, nous aurions le loisir de définir ou de redéfinir ce qui nous paraît essentiel. Alors, temps, travail et rémunération sont trois éléments en interaction constante. Et ils suscitent de plus en plus une grande réflexion parce qu'ils sont les marqueurs de l'aliénation de l'humain ou de sa libération. L'importance du temps de travail, l'indispensabilité d'une rémunération correcte pour pouvoir s'insérer dans une société moderne, l'accroissement de la fatigue due au déplacement et au travail lui-même, et du coup le manque de disponibilité pour penser à l'essentiel, indiquent combien l'économie a mis l'humain à son service, combien elle l'a asservi. Encore une inversion. En effet, la grande loi d'économie cosmique implique que l'économie humaine soit au service de l'humain et de son évolution, et non l'inverse. Donc, le but de l'économie humaine, dans une vision évolutive, c'est de permettre aux humains d'avoir une vie à l'abri du besoin, lui permettant ainsi de pouvoir s'occuper de ce pourquoi elle est venue sur Terre. Et nous ne sommes pas venus pour avoir une vie économique. Et donc, un nombre croissant, et ça témoigne vraiment de l'évolution des consciences, un nombre croissant de personnes se posent la question du sens de leur profession et refusent de plus en plus un travail dont ils ne perçoivent pas le sens, ou dont le sens est contraire à leurs engagements profonds, à leur sens de la vie. Beaucoup aimeraient également travailler moins et avoir plus de temps pour être autre chose que des agents économiques. Mais en l'état actuel du monde et de l'économie se pose la question de la rémunération, parce que généralement, travailler moins entraîne inévitablement un gagner moins, ce qui pour une large majorité de l'humanité qui peine à assurer le quotidien n'est absolument pas envisageable. Mais là encore, ce n'est pas par des mesures autoritaires, extérieures, visant à augmenter tel salaire et à diminuer tel autre,
que surgira la solution, mais par un changement d'état d'esprit qui permettra de concevoir autrement les notions de travail et de rémunération par rapport au temps. Alors, une nouvelle conscience imprégnée de l'esprit de partage permettra d'innover en donnant à chacun l'occasion de s'épanouir par le travail, l'opportunité de créer et d'habiter le temps au plus près de ses besoins, de ses loisirs, de ses possibles, en étant rémunéré justement pour être en mesure d'assumer sa pleine réalisation et son travail d'humain sur Terre. On pourrait citer beaucoup de choses, depuis le revenu universel jusqu'à la répartition des profits générés par l'économie et les finances, en passant par tout ce que nous allons inventer. Eh bien, les idées ne manquent pas et attendent que la conscience économique du monde soit suffisamment évoluée pour impulser tous ces changements. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le 9e groupe va promouvoir une nouvelle charte du citoyen qui permettra à chacun de s'épanouir, de s'engager dans un travail créatif, permettant l'accès à une autonomie financière, tout en ayant du temps à utiliser différemment selon les choix propres à son âge de conscience. Alors le rapport au travail, à l'argent et au temps donc changera radicalement. Et ce nouvel état de conscience aura également pour conséquence de nous interroger sur notre utilisation de l'argent. Car c'est pas le tout d'en avoir, mais qu'en faisons-nous? Pour être véritablement en phase avec la loi de l'offre et de la demande, il convient d'utiliser au plus juste nos avoirs, nos acquis. Et ça suppose donc de réaliser à quel point nous sommes riches, à quel point l'humanité est riche. Et là, je parle en espèces sonnantes et trébuchantes. En effet, aujourd'hui, même si l'ensemble des pays du monde est très endetté, puisque la dette mondiale s'élève à 300 000 milliards de dollars. 300 000 milliards de dollars de dette mondiale. Et bien malgré ça, nous sommes riches, immensément riches de ces 300 000 milliards de dollars. Parce que, à qui l'humanité doit-elle cette dette? Aux Martiens? Non, nous ne la devons à personne. Et c'est pour ça qu'elle ne sera jamais remboursée. C'est simplement un jeu d'écriture virtuel qui nous donne une idée de l'ampleur d'une petite partie de l'enrichissement mondial depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ça nous donne une idée de la somme colossale d'argent que nous avons créée par le travail, par la consommation, par l'argent dette, par la spéculation. Depuis 80 ans, l'humanité a engendré une énorme quantité d'énergie, argent. Mais où va cette énergie? En l'absence d'esprit de partage, cette énergie revient essentiellement aux acteurs économiques et financiers qui la réinvestissent dans de nouveaux moyens de production en accumulant au passage d'énormes richesses personnelles. Bien sûr, parmi ces grands acteurs économiques de la planète, il faut bien reconnaître que certains financent des associations, des ONG, des fondations à but éducatif ou thérapeutique. Et les milliards qu'ils engagent dans le développement du bien commun peuvent paraître conséquents. Mais il faut les relativiser parce que ça reste une goutte d'eau eu égard au produit intérieur brut mondial qui s'élève à 100 000 milliards de dollars par année. 100 000 milliards de dollars, c'est la somme d'argent que nous produisons tous chaque année. Alors, heureusement, un changement de conscience est en marche. Et c'est vrai que de nombreux milliardaires y concourent. Mais le changement de conscience doit être contagieux et contaminer l'ensemble des humains. Et pas penser une fois de plus que ça concerne que les riches qui devraient un peu changer d'attitude. Ça nous concerne tous. Pour que le partage par diffusion prenne le pas sur le partage par répartition. Le partage doit permettre de faire croître les richesses intérieures, car nous sommes aussi riches d'avenir, riches de possibles, riches d'ingéniosité. Alors les changements de conscience amèneront progressivement l'humain à réorienter l'argent dans des investissements à plus-value humaine, à plus-value sociétale, à plus-value écologique, et non plus à plus-value financière. Tant que nous sommes en conscience individuelle, tant que nous défendons jalousement nos acquis et nos avoirs,
tant que nous cherchons à les faire fructifier pour notre bénéfice exclusif. Ce genre d'investissement à plus-value humaine, c'est tout simplement inimaginable puisque ça rapporte rien. Mais dès qu'on quitte la conscience individuelle, pour les premiers pas en conscience d'ensemble, alors nous allons réaliser au contraire que l'investissement dans l'humanitaire, dans l'éducation, dans l'épanouissement de tous, est la plus belle plus-value à laquelle nous puissions participer. C'est ainsi qu'on remet l'économie au service de l'humain, du groupe, de la planète. C'est ainsi que nous œuvrons à l'établissement de plus justes relations entre tous les terriens, et c'est ainsi qu'ensemble nous co-créons un monde de paix. Alors, puisque ça nous concerne tous, comment pouvons-nous participer à ce travail? Eh bien, dans la mesure où nous sommes tous des agents économiques et financiers, influencés de près ou de loin par la conscience d'ensemble, nous pouvons participer à ce travail du 9e groupe en réfléchissant au fait que la conscience, c'est de l'énergie, et que l'énergie, c'est de l'argent. Donc la conscience, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de l'argent. Premier point important à comprendre pour participer au travail du 9e groupe. Il est donc important de bien considérer l'argent en tant que concrétisation du corps éthérique de l'humanité. Et puisque le corps éthérique est un intermédiaire entre nos états de conscience et leur expression physique, il en est de même pour l'argent. Si l'énergie suit la pensée, l'argent en fait de même. C'est logique. Alors il est à remarquer que si nous pouvons nous leurrer, si nous pouvons nous raconter des histoires sur notre état d'avancement, sur notre âge de conscience, notre rapport à l'argent, lui, est un véritable marqueur de nos états intérieurs, un révélateur de nos états de conscience. Car l'argent suit notre pensée, mais il suit aussi nos désirs et nos affects. Et donc la manière dont nous gérons l'argent, les priorités avec lesquelles nous l'utilisons, les dons que nous faisons ou pas, reflètent plus sûrement que toute autre chose l'âge de conscience qui est le nôtre. Nous pouvons avoir des idées généreuses pour l'ensemble. Nous pouvons avoir des idées généreuses pour l'humanité, pour la planète Terre. Ça coûte rien, donc pas de problème. Mais quel pourcentage d'énergie-argent mettons-nous à la disposition de cet ensemble? Quel pourcentage d'énergie-argent utilisons-nous pour aider la croissance de la conscience? Au contraire, quel pourcentage d'énergie-argent utilisons-nous pour renforcer la croissance des formes? Si nous avons un peu d'argent, quelles sont nos priorités? Et si ces questions ne nous concernent pas parce que nous n'avons que le strict nécessaire, nous pouvons nous poser les mêmes questions avec le temps. On dit souvent que le temps c'est de l'argent, ce qui est une autre manière de dire que le temps est une énergie, et que cette énergie suit également notre pensée, nos désirs et nos affects. Et donc la manière dont nous utilisons notre temps libre reflète aussi nos priorités intérieures, car nous avons toujours le temps de faire ce qui nous plaît, ce qui nous semble important. Alors, on peut reposer les mêmes questions. Quel pourcentage d'énergie-argent mettons-nous à la disposition de l'ensemble? Pardon, quel pourcentage d'énergie-temps mettons-nous à la disposition de l'ensemble? Quel pourcentage d'énergie-temps utilisons-nous pour aider la croissance de la conscience? Ou au contraire, quel pourcentage d'énergie-temps utilisons-nous pour renforcer la croissance des formes? Et quand nous avons un peu de temps devant nous, à quoi le consacrons-nous? Vous voyez, accompagner le travail du 9e groupe, c'est vraiment nous efforcer de créer, de soutenir, d'aider les formes physiques, relationnelles, mentales, utiles à l'évolution de la conscience planétaire, par notre propre conscience, par notre énergie, par notre argent ou par notre temps. Et nous pouvons aussi commencer par nous abstenir de vitaliser toutes les formes qui enchaînent l'humanité. Une autre participation au travail du 9e groupe nous demande aussi de considérer la loi de l'offre et de la demande sous un nouveau jour. Parce que pour nous tous qui avons entrepris une démarche spirituelle, pour nous qui prions ou qui méditons, il est important de ne plus être en demande de ce que peut nous offrir l'âme. Il importe en conscience d'ensemble d'inverser notre regard
Et de réaliser qu'en venant mettre en place le plan d'amour sur Terre, c'est l'âme qui demande à la personnalité de s'offrir. C'est l'âme qui demande de mettre à sa disposition toutes les compétences de la personnalité pour qu'elle puisse rayonner à travers elle. C'est l'âme qui demande que la personnalité sacrifie ses plans personnels pour se mettre à la disposition de l'ensemble. Donc, quand nous demandons à l'âme quelques faveurs, c'est encore une inversion. Alors, lorsqu'on oublie, en oubliant justement nos attentes personnelles, nous nous offrons à l'âme, eh bien, dans un deuxième temps, celle-ci peut s'offrir à son tour à tous par le rayonnement de lumière et d'amour qui passe à travers nous et se diffuse sur Terre. Et là, il n'y a pas de plus grand partage. Et c'est par cette radiation qui circule sur le corps éthérique que se construit une nouvelle société, en utilisant les finances de l'âme qui contribuent à l'avènement du monde nouveau. La grande loi d'économie cosmique, comme vous pouvez voir, qui cherche à régir au mieux les formes et les événements, mais aussi les actions et les créations de chacun, ça montre ainsi que tout dans notre vie fait partie du monde de l'économie. Chaque seconde de notre vie fait partie du monde de l'économie, qui n'est rien d'autre que le monde de la relation entre la forme et la conscience. C'est dire si nous sommes absolument tous concernés à chaque instant. Alors, à nous de montrer au cœur de cette économie que notre façon d'offrir et de demander parle vraiment de notre engagement à servir le plan. Eh bien, c'est ainsi que se concluent nos rendez-vous du service. Le premier intérêt de cette étude des 9 groupes subjectifs, c'était de prendre conscience du travail d'évolution déjà à l'œuvre partout sur la planète. Car même s'il reste invisible, eh bien, il donne une note d'espoir, alors que certains faits inclineraient quelquefois à désespérer de l'humanité. Ça nous permet de voir tout ce travail qui est à l'œuvre, tout ce travail subjectif qui est vraiment à l'œuvre. Et le second intérêt, ça réside justement dans une meilleure compréhension de ces lignes de force avec lesquelles travaille chacun de ces groupes, afin que nous puissions participer à ce travail de service selon nos sensibilités spécifiques. Alors bien sûr, comme nous l'avons dit au début de ce cycle, il ne s'agit pas de déterminer à quel groupe nous appartenons en tant qu'âme, non pas du tout, mais de se sentir en unité de conscience avec tous, afin de pouvoir reconnaître au quotidien toutes les occasions qui se présentent de concourir au travail de chacun de ces groupes. Dans les livres d'Alice Bailey qui traitent de l'existence de ces groupes, il est fait mention d'un 10e groupe, nommé le groupe des réalisateurs. Nous n'y consacrons pas de conférence parce que c'est un groupe de synthèse, composé de membres des 9 autres groupes, et qui a pour fonction d'accompagner la concrétisation du travail de chacun de ces groupes. Ce 10e groupe, travaille donc à matérialiser l'argent et à aider à gérer les finances de l'âme. Il développe également donc l'approche philosophique, parce que l'amour de la sagesse permet de relier dans les faits et scientifiquement les 9 autres groupes afin qu'ils travaillent de façon créatrice sur le plan physique à l'apparition du plan divin. Et finalement, c'est peut-être à ce genre de travail que nous sommes attendus actuellement. En effet, nous sommes sensibilisés au travail intérieur qui est à l'œuvre dans chacun des aspects de la société, et nous avons la possibilité de participer, même modestement, tel un colibri, à la matérialisation de ce service mondial. Eh bien, nous vous remercions de ce chemin commun pendant une année, et nous le continuons en méditant ensemble.